Bonjour à toutes et à tous. Donc, ça nous fait plaisir à Nadine et moi-même d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler de beaux projets en Outaouais, des beaux projets axés sur le transport et la place de l'automobile dans nos collectivités. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire travailler ce matin avec moi. On va faire un petit exercice, tout simplement de savoir qui est venu en transport actif ce matin pour venir à la conférence. Je vous invite à lever la main. Donc on va se diviser dans la salle. Qui est venu en autobus, en covoiturage, tout ce qui est transport collectif? On en a plusieurs. Puis qui est venu en auto solo? Merci. C'est quand même pas représentatif de la ville. Là. Vous avez il y a plus de transport actif et collectif que l'ensemble des ménages de la ville de Gatineau. Fait que dans le fond, par rapport à votre choix de transport, même je préfère dire votre mode de déplacement que vous avez choisi ce matin, je vais vous inviter à vous poser la question, pour quelles raisons avez-vous choisi ce mode de transport? Puis en fait, est-ce que c'est votre choix d'avoir dû prendre votre auto pour, par exemple, venir aujourd'hui à la conférence? Fait que le déplacement, c'est vraiment un besoin vital qu'on a pour chacun d'entre nous. On va aller voir des amis, on va se rendre à l'épicerie, on va aller amener nos enfants à la garderie. On a tout autant de raisons d'avoir un besoin de se rendre d'un point A à un point B et on a aussi tout autant de choix, d'options pour s'y rendre. Donc on peut le faire à pied, on peut le faire en vélo. Dans le temps, on faisait ça en charrette, c'était possible aussi. Donc c'est vraiment des options de déplacement qui constituaient avant ou constituent aujourd'hui des choix qu'on peut avoir dans nos modes de déplacement. Puis ce sont justement ces choix de déplacement qui, dans le temps, à travers notre histoire, ont façonné notre territoire, ont façonné l'aménagement, c'est-à-dire la façon dont on occupe l'espace. D'ailleurs, dans les années 50, on constate un tournant par rapport au transport. En fait, la période d'après-guerre, l'expansion démographique, le caractère social, l'accessibilité à l'automobile fait qu'on a décidé que l'auto devienne le premier choix de déplacement. Donc pour ça, on a retiré le rail. On a une photo ici, c'est la ville de Hull avec son ancien train électrique sur rail. Donc on a décidé de retirer ça. On a décidé d'emménager des grands boulevards urbains axés sur l'automobile. Puis, dans le fond, ça a condamné les espaces collectifs et notamment le caractère social de nos zones urbaines. Pour vous donner une idée, en matière de transport, il existe plusieurs indicateurs qui visent à mesurer l'efficacité des réseaux. Et en fait, tous ces indicateurs, aujourd'hui, sont basés sur les modes de transport motorisés. Donc, en fait, on va chercher à calculer, par exemple, combien d'automobiles peuvent circuler sur un axe ou combien d'automobiles peuvent traverser une intersection. Mais dans le fond, est-ce qu'on souhaite savoir le nombre d'automobiles qui circulent à travers nos villes? Est-ce qu'on ne préférerait pas savoir combien de personnes peuvent traverser nos quartiers et circuler à l'intérieur de nos quartiers? C'est sur ce point-là, justement, qu'on a un besoin d'effectuer un changement de paradigme, de remettre l'auto à sa place, qui est la thématique de la conférence d'aujourd'hui. Je vais vous parler un peu de chiffres. Selon une étude qui est parue dans la revue Urbanité en 2014, ça a été montré qu'une planification réfléchie et intégrée de notre environnement, de notre territoire, permettrait de réduire les surfaces occupées de 45 %. C'est-à-dire que ça permettrait de limiter notamment les investissements dans les infrastructures en transport de 25 %. On peut bien imaginer qu'avec ça, on ferait quand même pas mal d'économies. Et aussi de réduire la pollution atmosphérique de 45 %. Alors oui, je viens de vous bombarder avec des statistiques un petit peu, mais c'est vrai, ces statistiques-là sont vraiment la preuve qu'il existe une nécessité de repenser nos espaces, et notamment par l'aménagement de nos rues et la place qu'occupe l'automobile à travers nos rues. Comme le modernisme a été une tendance dans les années 50 d'aménagement, aujourd'hui, il existe d'autres courants, d'autres concepts qui visent justement à redonner la place aux résidents, aux citoyens, à se réapproprier l'espace de la rue, et notamment les rues complètes, qu'on peut aussi appeler les rues conviviales. Donc, les rues conviviales, qu'est-ce que c'est? Pour une rue, c'est en fait une rue qui a été conçue pour répondre aux besoins de l'ensemble des usagers, quels que soient leurs âges et leurs besoins.
C'est une approche qui est flexible, sans normes précises, à date en tout cas, et qui est donc adaptable au contexte urbain. Ça peut être des aménagements qui sont faits dans un contexte très urbain, plutôt de banlieue ou encore dans un milieu rural. Et l'objectif est vraiment de répondre aux besoins des différents usagers, les piétons, les cyclistes, les usagers du transport collectif, les automobilistes aussi. À ce sujet-là, justement, le service de l'urbanisme et du développement durable de la ville de Gatineau a reçu un mandat du conseil de revoir les modèles de rue de la ville et d'y intégrer les principes de rue complète qu'on peut aussi appeler rue conviviale. Donc, au-delà d'être un concept, il y a plusieurs collectivités qui ont déjà mis en œuvre ce concept-là, qui l'ont appliqué à travers le monde, mais aussi au Québec. Donc, c'est les exemples dont je vais vous parler aujourd'hui. Le premier exemple, c'est l'exemple de la rue Fortier au Mont-Saint-Hilaire. Donc, cet exemple est tiré d'un ouvrage du CEUM, le Centre d'écologie urbaine de Montréal, dont un représentant est ici aujourd'hui, si jamais vous êtes intéressé à lui parler à la fin de la conférence. Donc, on a ici un exemple en primeur parce que l'ouvrage n'est pas encore sorti, mais il devrait sortir d'ici les prochains jours. Donc, il se nomme « Des rues inspirantes, un inventaire pour passer à l'action ». Donc, le premier exemple, c'est la rue Fortier au Mont-Saint-Hilaire. C'est un réaménagement qui a été effectué en 2006 afin de moderniser l'axe et de favoriser les transports actifs sur celui-ci. Il y a plusieurs facteurs qui ont été considérés. Je n'ai pas les images pour tout illustrer, mais j'en ai quand même certaines. Donc, par exemple, il y a eu l'aménagement de trottoirs qui ont été bien séparés de la voie de circulation, notamment par une piste cyclable unidirectionnelle à la hauteur du trottoir, des bandes de végétation et des espaces de stationnement. Le tout, c'est vraiment pour protéger les piétons et les cyclistes et également favoriser leur expérience sur la rue. Les intersections, comme on le voit ici, profitent aussi d'un pavé pour sécuriser la traverse. Ce type d'aménagement permet vraiment d'avoir un impact sur la perception des automobilistes qui auront tendance justement à être plus vigilants quand ils abordent ce genre d'intersection. Donc, les éléments clés pour la rue Fortier, c'est vraiment un aménagement paysager certain et des mesures d'apaisement de la circulation pour favoriser la convivialité de l'axe et la sécurité des usagers. On a ici une vue comme une coupe de rue où justement on peut voir la place de chaque usager avec les espaces pour la végétation, l'espace pour les piétons, les cyclistes, séparés de la chaussée par la végétation et un espace de stationnement, les deux voies de circulation et la même chose de l'autre côté ici. Le deuxième exemple dont je souhaite vous parler, c'est celui du boulevard Le Corbusier à Laval. Donc là, c'est un autre type de réaménagement, mais on reste toujours dans le concept de rue conviviale, c'est-à-dire qu'on a réaménagé un boulevard, donc là on a l'ancienne version, on va dire, un boulevard urbain et commercial. Donc c'était un axe qui était vraiment prévu pour l'automobile, aménagé pour l'automobile à 100%. Plusieurs mesures ont permis en fait de rendre l'axe plus attrayant, plus confortable et aussi plus sécuritaire et de redonner une place à des usagers qui auparavant étaient oubliés, donc les piétons, les cyclistes et les usagers du transport collectif. Donc les mesures qui ont été mises en place ici, c'est par exemple l'élargissement des trottoirs à 1,8 m, de la végétalisation, notamment pour contrer les effets des îlots de chaleur qu'on peut rencontrer dans les centres-villes, ou encore des bandes cyclables surélevées en bordure de chaussée de chaque côté du boulevard. Tous ces éléments permettent vraiment une expérience propice au bien-être des usagers du transport actif et collectif. Un autre élément marquant par rapport à cette rue conviviale, comme on peut le voir entre la photo avant et après, c'est l'aménagement au centre d'un axe vraiment adapté pour le transport collectif. Donc en fait, c'est une voie centrale dédiée au système rapide par bus, avec par exemple l'aménagement de feux prioritaires pour les autobus, d'abris qui sont accessibles, sécuritaires et protégés. Le tout permet en fait à l'usager du transport collectif d'avoir un accès central et facile au réseau, mais aussi de le faire de manière sécuritaire et quand même plus conviviale. On s'entend qu'on apprécie plus circuler à pied ou alors avec le transport en commun sur un type d'axe comme ça que l'ancienne configuration. Fait que les deux exemples que je viens de vous présenter permettent d'illustrer le concept de rue conviviale.
Ça vise donc à permettre aux citoyens de se réapproprier les espaces où avant, clairement, l'automobile avait occupé 100% de l'espace. Là, le but, c'est de permettre aux personnes de circuler, transport actif, transport collectif. Ce qu'on peut voir aussi, ce qui est notable du concept des rues conviviales, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment adaptable au milieu et au contexte, dépendamment de l'emprise de la rue. Je vous ai montré la rue Fortier, qui était plutôt une rue locale. Donc là, on a vraiment pu faire des aménagements pour favoriser le transport actif, par rapport, par exemple, au boulevard urbain du boulevard Le Corbusier, où, comme on le voit ici, l'emprise de la rue permet vraiment de considérer tout l'ensemble des usagers, avec donc les espaces de végétalisation, le trottoir, la piste cyclable, les voies de circulation, l'axe de transport collectif au centre, d'autres voies de circulation, toujours les pistes cyclables et les trottoirs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est adaptable en fonction du milieu et en fonction de là où on souhaite mettre les priorités d'aménagement aussi et des usagers par rapport à l'axe. À Gatineau, qu'en est-il? Donc en fait, sur le territoire de la ville de Gatineau, plusieurs projets ont été mis en place, toujours dans le but de se réapproprier la rue en tant que citoyen et de manière concertée avec les acteurs du territoire. Notamment chez les jeunes, c'est un peu les premières présentations, les premiers projets vont porter là-dessus. En fait, les projets dont Nadine et moi, on va vous parler, visent à améliorer la convivialité des usagers, notamment en matière de transport actif, puisqu'en fait, les besoins des automobilistes ont comme déjà été répondus par le passé, du fait de notre histoire et la manière dont on a aménagé notre territoire. Fait que maintenant, on change un peu cet aspect-là, puis on décide vraiment de redonner l'espace aux piétons, aux cyclistes. Aussi, la singularité des projets qui vont suivre, c'est le fait que la majorité, ou je dirais même la totalité, repose sur des actions qui ont été concertées et des démarches consultatives qui ont vraiment permis d'aller sonder les besoins des usagers, des utilisateurs de ces axes-là, des citoyens, et de répondre justement aux enjeux. Le premier projet dont je souhaite vous parler se nomme « À l'école, à pied ou à vélo, je suis capable ». C'est un projet qui a été initié par la ville de Gatineau en 2016 et qui est développé depuis 2 ans par Mobio. Donc en fait, il s'agit vraiment d'un projet visant à permettre aux enfants de se réapproprier le chemin vers l'école en favorisant la marche et le vélo pour s'y rendre. Comment ? En fait, on travaille avec les écoles, on instaure une foule d'activités, des formations, des activités de mobilisation, des concours, des activités de sensibilisation, et on accompagne les élèves dans justement le développement d'habitudes de déplacement actifs et sécuritaires. Alors je pense que c'est le moment de la conférence où vous vous demandez, elle nous parle d'un projet de sensibilisation, on est venu ici pour parler d'environnement bâti, j'ai du mal à faire le lien. Je comprends pourquoi. Donc, le lien va venir par après, justement. Fait que là, on parle vraiment d'un projet qui va aller permettre aux élèves de se réapproprier le chemin vers l'école par des mesures de sensibilisation et d'éducation. La campagne vise notamment l'atteinte de plusieurs objectifs, permettre aux enfants de se réapproprier le chemin vers l'école, soutenir le développement de l'autonomie de l'enfant et favoriser les saines habitudes de vie, l'activité physique quotidienne pour se rendre vers l'école, donc à pied, à vélo, en trottinette et tous les autres moyens de transport actif que les enfants sont bien créatifs pour trouver. C'est un projet qui a réuni beaucoup d'acteurs du milieu, donc oui, la ville de Gatineau, mais aussi les commissions scolaires, la Société canadienne du cancer, des partenaires locaux comme Enviro Éducation, Dimension sportive et culturelle qui nous accueille aujourd'hui, la Société de l'assurance automobile du Québec ou encore le ministère des Transports. Ce sont tout autant de partenaires très variés, mais qui sont pourtant tous interconnectés. Urbanisme, transport, santé, éducation, sécurité routière, c'est tout autant de domaines qui permettent d'avoir une action concertée et qui permettent, dans le cadre de ce projet, d'atteindre les objectifs qu'ensemble, on a pu définir. Pour faire un petit bilan du projet, pour vous donner une idée, depuis ses débuts, le programme a encadré 9 écoles. Sur ces 9 écoles, on a pu former plus de 2000 élèves à la sécurité routière en transport actif et également rejoindre plus de 4000 élèves sur les enjeux du transport actif, le développement de leur autonomie et tous les bienfaits du transport actif sur leurs saines habitudes de vie. Un autre petit chiffre qu'on aime donner pour ce projet-là, c'est que grâce à des comptages, on a pu constater un transfert modal auprès des écoles participantes de 25% vers des modes actifs. C'est-à-dire que grâce à la campagne, il y a eu 25% d'élèves supplémentaires qui ont opté pour des choix de déplacement durables et sécuritaires, la marche et le vélo notamment.
De façon complémentaire à ce projet-là, qui est donc, comme je le disais, axé sur l'éducation et la sensibilisation en matière de transport actif, Mobio travaille également à améliorer l'environnement bâti. Au-delà d'aller dire aux élèves comment faire pour se déplacer, c'est nécessaire de s'assurer qu'ils aient l'environnement bâti pour pouvoir le faire, et ce, de manière le plus sécuritaire possible. Donc, on réalise des plans de déplacement scolaire en partenariat avec la ville, le milieu scolaire et également le milieu de la santé. Pour ça, on réalise en fait les plans de déplacement scolaire. La première étape, c'est vraiment d'aller faire une collecte de données. On fait des marches exploratoires avec l'école, le conseiller municipal, les parents qui souhaitent y participer. On va faire un sondage auprès des parents, un questionnaire auprès de la direction. Tout ça dans l'objectif d'aller collecter des données pour savoir c'est quoi les enjeux qu'ils vivent au quotidien, c'est quoi les problématiques et c'est quoi les freins pour opter pour des modes de transport actifs pour leurs enfants. À l'issue de ça, donc, ça permet vraiment de dresser un portrait sur les habitudes de déplacement des élèves de l'école ciblée. Et à l'issue de ça, on effectue des recommandations sur l'environnement bâti pour justement pallier à ces enjeux-là qui ont été mentionnés et soulevés par les personnes qui ont été consultées. Les recommandations, pour vous donner un ordre d'idée, ça va passer de recommandations très locales et précises, comme déplacer un panneau à arrêt de quelques mètres ou dire là d'aménager une intersection protégée, mais aussi des recommandations qui vont être réalisables plus sur du court, moyen, long terme, comme par exemple la modification au règlement de la ville de Gatineau en ce qui concerne l'aménagement des mesures d'apaisement de la circulation. Donc ces recommandations vont vraiment avoir différents niveaux, locaux ou alors plus globaux, à court, moyen et long terme. La beauté que je souhaite souligner dans le cadre de ces plans de déplacement scolaire, c'est notamment le fait qu'il y a un vrai processus de concertation. Oui, on va aller chercher l'avis des parents, de la direction et des écoles pour connaître c'est quoi leurs enjeux, mais à la fin du processus, on va également consulter les parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs qui sont en mesure de modifier l'environnement bâti. On va faire un suivi des recommandations avec eux. On se met tous autour d'une table, l'école, la commission scolaire, la ville de Gatineau et les différents services concernés, parfois la STO et parfois aussi le milieu de la santé, pour ensemble vraiment faire un suivi des recommandations et déterminer lesquelles on peut faire à court, moyen et long terme, ou alors savoir aussi pourquoi il y a certaines recommandations qui ne peuvent tout simplement pas être mises en place. Donc là, je viens de vous présenter 2 projets avec des objectifs communs, permettre aux élèves de se réapproprier le chemin vers l'école, qui sont tout à fait complémentaires. Il y en a un, donc, les plans de déplacement scolaire, qui sont axés sur l'aménagement et l'environnement bâti, et le deuxième, à l'école, à pied ou à vélo, je suis capable, qui lui est vraiment axé sur la sensibilisation et l'éducation. Ce sont 2 mesures qui sont complémentaires si on souhaite justement permettre aux élèves de se réapproprier le chemin vers l'école de manière sécuritaire par l'environnement et par l'éducation. C'est là-dessus que je vais conclure ma partie de la présentation, puis je vais céder la parole à Nadine pour les autres projets. Merci. Donc, je poursuis vraiment dans le même thème parce qu'une des recommandations qu'on a reçues dans les plans de déplacement scolaire, c'était de mieux signaliser les corridors scolaires, entre autres par l'ajout de panneaux, le corridor scolaire qu'on commence à voir à Gatineau, mais qui existe aussi dans d'autres villes du Québec. Donc, il y a un projet pilote qui a débuté il y a 2 ans. On a fait 5 écoles par année. Mais en plus de rajouter des panneaux de corridors scolaires, on a toutes revu les corridors scolaires pour vraiment améliorer leur visibilité, leur sécurité, par aussi l'ajout de marquages, de balises et de bollards. Donc, des bollards comme ça, puis des balises qui indiquent que c'est une traverse piétonne ou que la vitesse maximale est de 30 km/h. Donc, c'est vraiment dans l'idée de développer une signature particulière autour des écoles où la sécurité de l'élève est mise au premier plan. Je vais montrer quelques exemples de ce qui a été fait. Par exemple, à l'école du Tournesol, à l'intersection Front et Fabrique, on a une intersection très large avec peu de signalisation. Donc, le réaménagement qui a été fait, c'est vraiment, rajouter des traverses piétonnes avec du marquage, rajouter aussi des bollards pour un peu venir rétrécir cette chaussée-là qui est excessivement large. Et aussi, on ne le voit peut-être pas bien là-dessus, mais aussi les panneaux de corridor scolaire. Donc, le automobiliste, il sait à ce moment-là qu'il traverse un corridor scolaire, donc dans le but d'accroître qu'il soit plus vigilant. Un autre exemple qui est à l'école, la rue Hormidas-Dupuis pour l'école Jean-Brébeuf, c'est pas très loin d'ici. Dans le fond, il y avait, ici c'était une traverse d'un corridor scolaire, donc il n'y avait absolument rien.
Donc, on est venu mettre du marquage de traverse piéton, les panneaux. Dans le fond, même, finalement, c'était hors norme ce qu'il y avait là. Parce qu'il n'y avait même pas les panneaux de traverse d'écoliers. On a rajouté un bollard et des balises qui fait en sorte que l'automobiliste ralentit vraiment lorsqu'il arrive à cette traverse-là. Et en plus, les panneaux de corridors scolaires. Donc, jusqu'à maintenant, comme je dis, on a fait 10 écoles comme ça, mais tous les corridors scolaires ont été regardés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité des enfants? Donc, dans le fond, comme a parlé Marion avant, il y a vraiment plusieurs projets qui sont en cours avec les écoles qui impliquent divers services de la Ville de Gatineau, donc à l'urbanisme, aussi les infrastructures, les travaux publics, parce qu'on s'assure aussi que les corridors scolaires soient bien déneigés. Et les partenaires comme Mobio, donc on a parlé de Je suis capable, la sécurisation des corridors scolaires, mais il y a aussi beaucoup de campagnes du service de police aussi. Les services de police travaillent beaucoup avec nous dans les projets dans les écoles. Il y a une campagne, je ne sais pas si vous connaissez, le syndrome de la porte. Donc, on essaie d'expliquer aux parents qu'ils ne sont pas obligés de débarquer leur enfant juste en face de la porte. Il y a une autre campagne qui vient de débuter, Prudence. La petite Prudence, il y a une prudence auprès des écoles, donc il y a de la sensibilisation qui est faite aussi. Puis vraiment, tous ces projets-là ont un objectif commun, c'est de changer un peu là, le cercle vicieux que les parents viennent reconduire leurs enfants en voiture. Donc, il y a beaucoup de circulation devant l'école. Donc, ce n'est pas sécuritaire de laisser son enfant marcher. Donc, venez le reconduire en voiture. Donc, on essaie de renverser cette tendance-là, d'offrir un environnement convivial autour des écoles pour que, dans le fond, il y ait de plus en plus d'enfants qui marchent. Puis ça, c'est aussi, ça l'entraîne d'autres enfants. Ah, bien, mes amis marchent, mes amis, ils vont en vélo, moi aussi. Puis là, finalement, de changer cette tendance-là. Un gros projet. Donc, on essaie aussi de redonner plus d'espace sur la chaussée aux cyclistes. Donc, on a parlé des élèves pour se rendre à l'école, mais il y a aussi tous les cyclistes avec le nouveau plan directeur du réseau cyclable qui devrait être adopté sous peu. Donc, on a déjà eu beaucoup de rencontres qui ont été faites là-dessus. Je crois que M. Fournier, entre autres, a participé à toutes les consultations qui ont été faites. Dans le fond, en ce moment, on a un réseau cyclable qui a 300 km à la ville de Gatineau. Donc, on prévoit rajouter 150 km d'ici 2025 et 350 km à l'ultime. Puis, le réseau projeté était fait vraiment avec les gens du milieu. Il y a eu beaucoup ce qu'on appelle l'intelligence collective qui a été utilisée pour faire ce réseau-là. Donc, il y a eu une cartographie participative, entre autres. Donc, les gens allaient indiquer sur une carte, « Ah, moi, cette intersection-là à vélo, je la trouve dangereuse. Moi, ce lien-là, j'aimerais ça qu'il y ait un lien cyclable. Le pavage sur cette piste-là est en mauvais état. » Donc, on a tout récupéré ces commentaires-là pour tenter de développer un réseau cyclable qui réponde, dans le fond, aux besoins de la communauté. Puis, en fait, donc, le réseau proposé répond à 85 des commentaires qu'on a reçus lors de la cartographie participative. Puis en plus, on a utilisé ces commentaires-là, parce qu'après ça, bon, on a fait un réseau à l'ultime, mais il fallait prioriser. On ne peut pas tout faire dès la première année. Donc, on a fait un réseau priorisé. Puis il y avait plusieurs critères de priorisation, mais un des critères était vraiment aussi, dans le fond, les liens qui avaient été le plus souvent nommés par la population. Donc, ça leur donnait des points supplémentaires pour être réalisés. Une particularité du réseau cyclable à Gatineau, c'est qu'en ce moment, c'est beaucoup des sentiers polyvalents qui suivent les rivières. Il y a beaucoup le réseau de la CCN. C'est très beau, c'est très, très beau. Ça suit la rivière des Outaouais, le ruisseau de la Brasserie. Par contre, le réseau qu'on veut maintenant développer, c'est un réseau qui est plutôt utilitaire. Donc, il va utiliser en grande partie le réseau routier. Donc, il va falloir se questionner, bien, on a une emprise limitée, comment on sépare cette emprise-là pour donner plus d'espace au vélo. Puis bien que notre réseau proposé réponde beaucoup à la communauté cycliste, on va maintenant devoir avoir de nombreuses discussions avec les automobilistes, en fait, parce que souvent, quand on veut redonner de l'espace sur l'espace existant, c'est souvent le stationnement sur rue qui est le premier à partir. Donc, le résident qui va perdre son stationnement sur rue va avoir encore de la consultation à faire. D'autant plus que c'est 36 des ménages qui ont 2 voitures à Gatineau, puis 8 qui ont 3 voitures et plus. Donc, on a besoin. Il y a des beaux défis qui nous attendent. Il y a beaucoup d'infrastructures souterraines qui sont en fin de vie à Gatineau. Puis ça, c'est quand même une bonne chose pour nous parce que ça nous permet, tant qu'à tout creuser la rue pour faire les tuyaux, on se dit, on n'est peut-être pas obligé de réaménager en surface comme c'était. On peut peut-être en profiter pour améliorer l'aménagement urbain. C'est le cas, entre autres, de la rue Notre-Dame.
dont les travaux d'infrastructure sont prévus en 2020. Donc, on a élaboré, on est au concept préliminaire, mais on a élaboré un concept pour réaménager cette rue-là qui a vraiment manqué beaucoup d'amour. Il y a eu énormément de... Bon, non, mais il y a eu beaucoup de consultations qui ont été faites il y avait déjà un organisme du milieu, la RUI, qui est la Revitalisation urbaine intégrée. Donc, il y avait déjà un groupe qui s'était penché sur ce qu'ils voulaient dans leur milieu. Donc, on a travaillé avec eux pour vraiment proposer des aménagements qui répondent aux besoins des gens du milieu. Puis, on est allé présenter le concept préliminaire, d'ailleurs, cet automne. Puis, finalement, c'est ça, ça a été très bien reçu parce que, justement, il y avait eu déjà beaucoup de concertation avec les gens du milieu. Puis, bien que pendant la consultation, on n'a jamais parlé de rue complète, ce n'est pas un élément qui a été amené, mais quand on parlait aux gens et qu'on leur demandait qu'est-ce qu'ils voulaient sur cette rue-là, bien, finalement, c'est tous les principes de rue complète qui sont ressortis. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent améliorer l'expérience du piéton et du cycliste. Ils veulent réduire la vitesse de circulation, le trafic de transit. Ils veulent améliorer l'offre en transport collectif. Donc, finalement, les principes qui ont régi ce projet-là sont vraiment des principes de rue complète. Puis donc, le raménagement qui est proposé, bien, ça, c'est l'état actuel. Donc, c'est une rue qui est très large, avec du stationnement des deux côtés. On a des voies de circulation de plus de 4 mètres et demi, des petits trottoirs et pas de végétation. Donc, c'est assez difficile de faire pire. Donc, ce qui est proposé, c'est vraiment de rétrécir les voies de circulation à un minimum à 3,3 mètres, de rajouter une bande cyclable sur rue avec un petit espace tampon entre la voie de circulation et la bande cyclable. Des trottoirs beaucoup plus larges, qui varient, là, mais environ de plus de 2 mètres de largeur. Et puis, dans le fond, il y a du stationnement sur rue qui reste, mais juste une rue sur deux en quinconce. Puis l'autre espace qui est utilisé en face, bien, est utilisé pour de la végétation. Donc, ça fait qu'il y a de la végétation des deux côtés de la rue, puis aussi du stationnement en alternance. Comme ça, une voiture qui circule en direction nord ou en direction sud peut trouver du stationnement du côté où elle circule. Donc, ça, c'est ce qui est proposé et qui devrait être mis en place dans les prochaines années. Mais les principes de rue complète intègrent aussi le réaménagement de l'espace urbain pour favoriser la socialisation et les activités communautaires. Dans le projet de la rue Notre-Dame, ça inclut aussi le réaménagement de 2 places publiques, dont la place du Cénotaphe, qui est vraiment la place d'entrée de la rue Notre-Dame. Ça, c'est l'état actuel. Donc, c'est beaucoup d'asphalte, du béton, puis peu de verdure. Donc, c'est ça, c'est un endroit qui est très chaud l'été, en fait. Puis, c'est situé en face d'une résidence, d'un complexe de personnes âgées. Donc, il y a beaucoup de discussions qui ont été faites, qu'est-ce que les gens aimeraient voir là. Donc, évidemment, ce qui est proposé, c'est d'ajouter beaucoup d'arbres pour avoir de l'ombre, pour améliorer, justement, pour réduire l'îlot de chaleur durant l'été. Des arbres pour protéger un peu du boulevard Maloney, qui est juste à côté, pour autant la nuisance que la visibilité. Et puis, des jets d'eau, des bancs. Donc, ça va être vraiment un espace pour faire... Ah, c'est ça. Puis, ce que je voulais dire, c'est comme l'accessibilité universelle est un point très important qui a été considéré. Donc, on a essayé de faire un aménagement qui est de plein pied, donc d'éviter les escaliers, les différentes hauteurs. Il y a aussi le marché public qui va être revu. Donc, encore une fois, en discutant avec les gens du quartier, c'est beaucoup l'agriculture urbaine qui est un élément important dans ce quartier-là. Donc, ce qui est proposé aura un verger, des serres urbaines, un potager, puis il y a déjà un marché public, mais qui va pouvoir comme ça offrir des produits locaux, faire de la transformation aussi, donc vendre des produits du terroir, avec une place publique qui est avec du mobilier amovible, donc qui se modifie selon les saisons, selon la clientèle. Donc, ça veut vraiment un lieu de socialisation dans un quartier où on est en milieu quand même défavorisé. Donc, ce sont des petits logements. Il y a le centre de pédiatrie sociale qui est tout près, l'amicale des personnes handicapées de l'Outaouais. Donc, on veut que ça soit vraiment un milieu qui soit inclusif et de socialisation. Donc, dans les autres projets de réaménagement urbain qui sont en cours à la ville, il y a la rue Laurier. Donc, ça, c'est l'état actuel.
Donc, on est vraiment, c'est une étude qu'on débute, là, alors que la rue Notre-Dame, vraiment, on est dans le fond, les travaux sont déjà prévus, puis on est juste à finaliser le concept. Là, on n'a pas de concept encore. On vient de donner un mandat pour faire une étude de mobilité. Donc, on veut se questionner comment on voudrait partager l'emprise de rue pour améliorer l'accessibilité pour tous. Parce qu'on s'entend qu'en ce moment, c'est plutôt l'accessibilité en voiture qui a été le principal élément pour développer le boulevard, la rue Laurier. Par contre, c'est ça. Donc, ici, c'est l'état actuel. Là. Vous connaissez la rue Laurier. C'est 2-3 voies par direction. C'est large. Il n'y a pas beaucoup de trottoirs. Par contre, ça l'a déplacé. Non, c'est bon. C'est quand même, il y a beaucoup de défis parce qu'il y a beaucoup de besoins différents en déplacement sur la rue Laurier. C'est l'accès à 3 ponts interprovinciaux. C'est un axe prioritaire pour le transport en commun. Dans les projets de l'étude du transport collectif de l'Ouest, entre autres, il y a des projets de peut-être amener un train jusqu'à la rue Laurier. C'est une route de camion. Dans le plan directeur du réseau cyclable, c'est dénommé comme une artère cyclable. C'est un grand pôle d'emploi parce qu'il y a les portages 3, il y a terrasse chaudière. Et c'est aussi, on voudrait que ça soit un milieu de vie, parce qu'il y a tout le projet Zibi qui s'en vient ici, qui va apporter des résidents, des cafés. Voilà. Donc ça, c'est l'état actuel. En fait, les commerces souvent tournent dos à Laurier. C'est les stationnements qui donnent face. Ici, on a le projet Zibi qui s'en vient, donc on voudrait aussi réaménager les espaces latéraux pour qu'il y ait une meilleure qualité de vie. Puis en fait, ça, c'est l'extrait du programme particulier d'urbanisme, ce qui avait été réfléchi, parce qu'il y a vraiment un canal qui existe. Il y a vraiment cette eau-là qui existe sous la rue Laurier. On s'est dit, bien, pourquoi ne pas ouvrir ce canal-là pour que les gens puissent en profiter? On peut se dire, bien, voyons, ça ne se fait pas, des projets comme ça. C'est un exemple aux Pays-Bas, où ça, c'était en 2008 et qui a été réaménagé comme ça. Donc, en fait, oui, ça se peut. Puis, quand on a rencontré les consultants qui vont étudier différents scénarios sur la rue Laurier, on leur a montré ces images-là comme source d'inspiration. Puis, une autre source d'inspiration, c'est un exemple à Cleveland, aux États-Unis, où c'est ça. En fait, il y a 2 places publiques, mais qui sont difficiles d'accès parce qu'il y a le gros boulevard entre les deux. Donc, dans le fond, qui a été réaménagé pour vraiment, finalement, c'est plutôt l'espace public qui est au premier plan et puis finalement, la rue doit s'adapter à cet espace public-là. C'est un peu une réflexion qu'on a avec justement le projet Zibi qui s'en vient d'un côté et les autres attraits qui sont de l'autre côté. Comment mieux rassembler ça pour que la rue Laurier ne soit plus une barrière finalement à l'accès à la rivière. Et puis, en fait, en dessous de la rue Laurier, il y a un stationnement sur rue. Bien, pas sur rue, sous rue. Il y a un stationnement souterrain. Et puis, on s'est dit, bien, pourquoi ne pas utiliser cet espace-là pour mettre la circulation automobile pour que tous les aménagements de surface soient pour les modes actifs et collectifs. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on a soumis à notre consultant qui va évaluer des scénarios. Après ça, bien, on aura à faire des choix de comment on veut réaménager notre rue Laurier. Mais on peut quand même rêver un peu. Voilà. Voilà, bien, c'est sur ce. Merci beaucoup.